Dans cet extrait du monde comme volonté et comme représentation, ce qu'on peut remarquer, c'est que la conscience, contrairement à la conception de Descartes, n'est pas une réalité simple, élémentaire, qui peut être dans une appréhension claire et distincte d'elle-même. C'est plutôt à l'inverse, la comparaison qui est apportée ici, une réalité aquatique, enfin, faite d'une profondeur, avec une différence entre la surface et la profondeur, qui fait que celle-ci doit être pensée non pas à partir du concept de clarté, mais plutôt à partir du concept d'obscurité. Et ce qui est intéressant chez Schopenhauer, c'est que la conscience n'implique pas seulement, ou n'est pas pensée seulement à partir de l'idée d'intellectualité, de l'esprit compris comme intellect, mais plutôt elle est comprise à partir du concept de volonté, ce qui est beaucoup plus ambigu comme concept, puisque la volonté peut être faite de décisions claires, qui sont à la surface de nous-mêmes et qui sont clairement identifiées, mais la volonté est aussi faite de profondeur, elle est faite de l'affectivité, donc de toute une réalité nébuleuse, opaque, voire obscure, et de ce fait, elle n'est pas à penser à partir du concept de transparence, mais plutôt à partir d'une idée d'opacité. De ce fait, ce qu'on appelle inconscient va avoir tendance à changer de sens puisque ça n'est plus pensé à partir du concept de connaissance, mais l'inconscient est plutôt à penser ou à resituer aussi à partir du concept de volonté et notamment à partir du concept de désir. L'inconscient, c'est pas seulement ce que j'ignore et ce que je ne connais pas, du monde ou bien de moi-même. L'inconscient, c'est aussi ce que je ne maîtrise pas, peut-être aussi ce que je ne veux pas, et qui peut peut-être aussi faire partie de moi-même. Donc il y a ici ce glissement qui s'opère donc dans la pensée du 19e siècle à partir des auteurs qu'on a opérés et qui va trouver donc un point d'acmé, si on veut, donc dans la pensée de Freud, où la notion d'inconscient, clairement, est pensée à partir du concept de désir, et sans écarter l'idée de connaissance, puisque l'inconscient pour Freud, c'est non seulement ce que je ne connais pas de moi-même, mais c'est aussi ce qui est en moi et que je peux ne pas vouloir. Le paradoxe, c'est que pour Freud, ce que je désire est fait aussi de non-désir, ou en tout cas des choses que mon propre désir, ma propre volonté va refouler dans ce qu'il appelle un inconscient. Alors, il est clair que par rapport à cette notion d'inconscient, ou si un sujet tombe sur, sur ce concept-là, la conception de Freud est incontournable. Il faut quand même un peu la connaître. Alors, ce sont les septième et huitième textes de cette vidéo que je vous propose. Il faut aller les trouver dans votre manuel dans les pages 160 à 162. C'est même trois textes. Donc, on arrive à un neuvième texte. Donc, ce sont des extraits de l'interprétation des rêves, page 160. Page 161, condensation et signification. C'est le titre que les éditeurs du manuel ont donné donc pour un texte qui est aussi extrait de l'interprétation du rêve. En allemand, en fait, le titre c'est Die Traumdeutung, la signification des rêves. Et puis un texte très célèbre, extrait de Métapsychologie, qu'on trouve page 162, où Freud nous dit que la notion d'inconscient est une hypothèse nécessaire, ce qui est une expression paradoxale, c'est-à-dire une supposition qui est incontournable, nécessaire. Pour Freud, il faut considérer la notion d'inconscient si on veut comprendre ce qui se passe en nous. Donc il y a bien un enjeu ici d'intellectualité, hein, donc il y a un enjeu donc de compréhension de nous-mêmes. Pour Freud, il y a un enjeu scientifique. Freud est considéré comme le père fondateur de la psychologie contemporaine. Un enjeu d'intellectualité pour comprendre quoi? Eh bien, comprendre ce que nous sommes, qui, chez Freud, va être repensé à partir du concept de désir. En latin, je désire, c'est libido, concept qui vient remplacer, d'une certaine façon, l'affirmation cartésienne du cogito, parce que pour Descartes, cogito, le je pense, est le fondement de notre être,
pour Freud, le fondement de notre être, de notre moi, de notre personnalité, est à penser donc à partir de la notion de désir plutôt qu'à partir d'une conception claire et distincte de soi. Donc on pourrait presque dire aux antipodes de la pensée cartésienne de Descartes. Donc je vous laisse aller voir ces textes de Freud, où Freud va expliquer qu'il y a en nous, en fait, un moi conscient qui est à la surface de nous-mêmes. Donc on retrouve un peu cette idée de profondeur qu'on a évoqué déjà donc, et qu'on a vu chez Schopenhauer. Un moi à la surface de lui-même qui apparaît à partir de ce que Freud appelle le ça et le surmoi. Donc le ça et le surmoi. Le ça, ce sont nos pulsions, nos désirs, ce que Freud appelle donc le principe de plaisir, qui est refoulé par ce que Freud appelle donc le surmoi, Über-Ich, qui est donc un principe donc en allemand, qui est un principe de censure, de défense finalement donc, de ces pulsions. Et c'est quand ces pulsions libidineuses apparaissent finalement ou remontent à la surface de façon détournée, de façon psychopathologique, qu'apparaissent des troubles du comportement, etc., des troubles de l'identité. Enfin, c'est tout le cadre interprétatif que Freud va poser par rapport à la question de la conscience, donc en intégrant la notion d'inconscient. J'ai une mouche qui m'embête. Pardon. Donc, de là, je voudrais terminer cette présentation à partir d'un ensemble d'auteurs et un ensemble de textes sur la contestation qui est apparue de cette idée d'inconscient. Et je m'arrêterai sur deux ou trois auteurs. La critique de la notion d'inconscient, donc on peut partir un peu du principe que la notion d'inconscient serait comme une évidence. En philosophie, il n'y a jamais de concept qui serait considéré comme allant de soi ou comme étant évident. Et la notion d'inconscient, chez Freud, a été contestée. Alors d'abord par, je pense ici à Popper. Il y a un texte, on trouve un texte de Popper dans votre manuel à la page 168. Extrait d'un ouvrage qui s'appelle Conjectures et réfutations, un texte de 1963. Dans les grandes lignes, je rentre pas dans le détail de la pensée de Popper, mais Popper va contester le fait que les affirmations de Freud puissent être considérées, comme Freud le prétend, puissent être considérées comme scientifiques. Pour Popper, l'inconscient freudien relève donc de la psychologie, qui est une science interprétative et qui ne peut pas prétendre avoir la même rigueur que les sciences de la nature, par exemple la physique, la chimie, qui vont s'appuyer sur le concept, sur la pratique expérimentale, c'est-à-dire sur une théorisation mathématique que l'on peut vérifier à partir d'un protocole expérimental. Et comme la psyché, la psychologie relève finalement donc du comportement, de la liberté humaine, etc., on arrivera donc difficilement à poser ici des connaissances qui pourraient avoir la rigueur de la connaissance scientifique, puisque la connaissance en science s'appuie toujours sur des phénomènes qui se répètent. Hein, par exemple la météorologie, la géologie, la biologie, etc. Les phénomènes de la nature sont marqués par des lois de la nature, donc on peut porter sur la nature des expérimentations, chose qu'on pourra difficilement transposer dans le domaine de la psychologie, peut-être même de la sociologie. Donc Popper conteste la scientificité des propos freudiens, mais l'autre angle d'attaque, et je vous donne aussi cette référence, c'est pour que vous puissiez être éveillé d'une certaine façon à la contestation qu'il y a pu y avoir sur cette notion d'inconscient qui en psychologie pourtant fait quand même autorité, c'est les objections sartriennes. Donc chez Sartre, hein, donc dans votre manuel à la page 166, hein, dans l'être et le néant, l'argument principal de Sartre par rapport à la théorie freudienne, c'est de dire que on ne peut pas faire de la psyché c'est âme en grec, hein, de la psychologie, on ne peut pas faire de la conscience quelque chose. Or, on ne peut pas en faire une chose. La conscience n'est pas une chose.
Or, la démarche freudienne est telle qu'elle recherche dans notre conscience une causalité. Cause et chose, c'est une étymologie qui est proche. Donc Freud cherche la causalité, c'est-à-dire, et c'est un mot très important, Freud recherche le déterminisme de la conscience, c'est-à-dire quelles sont les lois qui déterminent, ou les structures psychologiques en fait, qui déterminent la psyché humaine. Et si on trouve une telle structure, ça veut dire qu'on va trouver donc une certaine régularité ou des lois de la psychologie, hein, à partir par exemple d'un processus de refoulement, la censure qui va refouler donc les pulsions, ou bien un processus de sublimation, des processus de compensation, de décompensation, etc. Donc Freud va thématiser tout ça scientifiquement, et l'objection de Sartre, c'est de dire qu'on ne peut pas cerner la conscience comme une chose. L'esprit humain ou la conscience, finalement, est d'une certaine façon incomparable avec une chose extensible et qui serait conditionnée et soumise donc à un conditionnement ou à une causalité. Donc c'est l'angle d'attaque de la critique sartrienne qui dit que finalement, s'il peut y avoir en nous des choses inconscientes, elles ne peuvent pas, dans l'absolu, échapper malgré tout à une certaine forme de choix et une certaine forme de conscience quand même. Donc ce serait une autocontradiction que de parler d'inconscient dans la conscience. Au final, je vais ici essayer de résumer les choses. C'est que à partir de cette notion donc d'inconscient, pour conclure donc, l'inconscient va être considéré, notamment par la psychologie contemporaine, comme une réalité. Hein, c'est ce qui permet donc de faire de la psychologie une science ou de faire qu'elle veut se revendiquer comme science. Donc la conscience est une réalité dont on pourrait cerner, selon Freud, donc le processus causal. Ça ne veut pas dire que ma réalité psychologique est entièrement déterminée ou soumise à un déterminisme absolu, mais ça veut dire que on ne peut pas comprendre la psyché humaine si on ne tient pas compte de ces éléments déterminants finalement, liés à mon histoire, à mon vécu et à des processus et à des mécanismes psychologiques. Donc voilà l'apport de la psychologie contemporaine qui permet finalement d'essayer de cerner ces mécanismes psychologiques pour au final essayer de guérir, puisque Freud prétend essayer de faire avancer la médecine. Finalement, la psychologie est une partie de la médecine pour lui, même si elle est essentiellement, avec Freud, interprétative. Hein, il y a d'autres domaines de la psychologie qui peuvent être marqués par la science, par exemple les neurosciences ou la psychiatrie. Hein, chez Freud, on est clairement sur une démarche psychanalytique interprétative, mais pour essayer donc d'élucider ces mécanismes de la psyché. Donc, de ce fait, cette notion d'inconscient dans la pensée contemporaine est incontournable, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pose pas problème, qu'elle ne fait pas problème, qu'il n'y a pas des difficultés théoriques. Donc, s'il y a un sujet qui tombe là-dessus, de vous, en tant qu'élève, on s'attendra à ce qu'il y ait un regard critique, problématique et interrogateur sur le sens de cette notion d'inconscient. Et dans votre sujet, que vous seriez amené à traiter, si vous parliez d'inconscient, il faudrait que vous puissiez faire varier votre réponse dans les enjeux de la question qui vous serait posée, en fonction de la compréhension qu'on a de la notion d'inconscient. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple un sujet comme ça peut arriver, assez souvent et très classiquement, si un sujet tombe sur la notion d'inconscient et sur le rapport à la liberté qui est la nôtre, alors il faudra bien être capable donc d'articuler les choses et de voir que par exemple, si on parle de l'inconscient au sens psychologique et psychanalytique comme chez Freud, comme d'une chose dont on peut comprendre les lois, dont on peut cerner les lois déterminées, alors il y a une difficulté, c'est que l'inconscient serait comme une chose déterminée, et en tant que chose soumise à un déterminisme, c'est l'idée de liberté humaine qui peut se trouver contestée. Ça veut dire que nous ne serions plus libres, nous serions soumis à des phénomènes mécaniques. Mais si on parle de l'inconscient au sens où on parle de choses qui échappent à notre connaissance, un peu comme ce qu'on a pu voir donc dans les textes de Leibniz ou de Kant, par exemple, ou d'une certaine façon qu'on peut retrouver aussi chez Bergson, etc., à partir du concept d'inattention.
De là, à partir de cette compréhension d'inconscient comme d'une non-connaissance, la responsabilité, la liberté ne se trouve pas tellement mise en cause ou en jeu ici. Donc tout dépend ce qu'on entend. Donc le concept d'inconscient est donc mobile en fonction du sens qu'on lui donne et les incidences sur la réponse au sujet sont différentes en fonction du sens que l'on donne à la signification de la notion d'inconscient. Euh, pour terminer encore, par inconscient, on peut entendre aussi des choses dont on ne maîtriserait pas les conséquences, par exemple dans nos actions. De ce point de vue-là, par exemple, quand j'agis, quand je dis quelque chose, quand je fais quelque chose, je n'en mesure pas forcément toutes les conséquences sur ceux qui m'écoutent et tout ça. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui échapperait à ma conscience. Mais pour autant, cette non-maîtrise de toute chose n'implique pas donc une disparition de ma liberté, une perte de liberté complète. De ce fait, dans un sujet qui articulerait la relation entre l'inconscient et la liberté, on pourrait mesurer les choses en disant que la notion de conscience, en négatif donc de la notion d'inconscient, la notion de conscience n'implique pas une totale et une absolue maîtrise de soi. On pourrait remarquer que la notion de conscience est une réalité processuelle, une réalité en devenir, et que de ce fait, elle n'est pas comme une chose qu'on pourrait absolument contrôler. Et si la conscience est en devenir, donc en prise de conscience ou en devenir conscient de soi, cela n'exclut pas le fait que l'on puisse percevoir donc des choses inconscientes ou peut-être la réalité d'un inconscient. L'idée étant que la conscience ouvre une liberté qui sans cesse doit, d'une certaine façon, se ressaisir ou se reprendre, y compris à partir de ce qui peut lui échapper. Et de ce fait, on pourrait arriver à cette conclusion que la notion d'inconscient n'est pas nécessairement contradictoire avec le concept de liberté. La liberté qui ne suppose pas une totale maîtrise de soi, mais qui suppose plutôt, donc non pas une totale connaissance de soi, mais plutôt donc une reconnaissance de soi, comme quand on reconnaît, y compris des choses qui peuvent nous avoir échappé. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon courage donc pour travailler les références que j'ai pu évoquer donc dans ce livre, hein, de Leibniz à Kant, de Nietzsche à Schopenhauer, en passant par Freud et en terminant par Popper et Sartre. Bon courage.